pays qui éclaire le monde. Ça a été le cas dans notre histoire et c'est ça qui fait que la France n'est pas un petit pays ou une puissance moyenne. Si nous voulons continuer à éclairer le monde, il nous faut un véhicule de puissance. Ce véhicule de puissance, ça peut être l'Union européenne, à une condition, qui aujourd'hui n'est plus remplie. C'est que la France maîtrise l'outil de l'Union européenne. Moi, j'ai été frappé, durant toutes ces années que j'ai passées au Parlement européen, de voir cette disparition de la France comme pilote de l'Union européenne. Les raisons sont multiples. L'Allemagne envoie des députés européens qui font carrière au Parlement européen, qui s'inscrivent dans une durée, donc qui ont du poids là-bas. Ils envoient des députés européens qui parlent anglais. C'est un détail, mais quand vous êtes à la cafétéria du Parlement, que vous négociez un article de loi pour défendre les intérêts de la France, si vous ne parlez pas anglais, c'est compliqué quand vous discutez avec un Lituanien. Donc, ayons, nous aussi, partis politiques, ce rôle d'envoyer des gens qui cultivent l'influence française de la même manière. Nos fonctionnaires, nos hauts fonctionnaires, qui vont dans les institutions européennes, vous disent tous la même chose. Ils disparaissent de l'écran radar de leur hiérarchie. Autrement dit, ils n'ont pas intérêt à y aller. Moi, je veux renverser les choses. Je veux que les meilleurs fonctionnaires français aillent faire carrière quelques années dans les institutions de l'Union, pèsent dans les institutions de l'Union, prennent le pouvoir. Moi, j'ai été militaire en Afghanistan en 2008. Plusieurs mois là-bas, j'ai porté l'uniforme, j'étais volontaire, à une époque où l'Afghanistan n'était pas une partie de plaisir. J'ai observé une chose, c'est que les militaires, ils ont très bien compris ça. Dans mon camp, il y avait beaucoup de colonels. D'ailleurs, je pense même qu'il y avait plus de colonels que de seconde classe. Pourquoi? Parce que quand ils vont là-bas, eh bien les mois qui sont passés là-bas sont valorisés. Et faisons pareil avec les hauts fonctionnaires. Vous les envoyez à Bruxelles, à Strasbourg, au Luxembourg. Ils défendent les intérêts de la France et on a les meilleurs. Et c'est pareil partout. Il nous faut une stratégie de reconquête du pouvoir dans les institutions européennes. Sinon, nous nous racontons des histoires. Maintenant, sur la stratégie des normes, sur la hiérarchie des normes, il y a évidemment un sujet. Moi, si je suis élu, je suspendrai immédiatement l'application des accords de Schengen. Pourquoi? Schengen était une très grande idée qui consistait à dire, au fond, cette question de l'immigration doit être réglée au plan global. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est que les pays qui composent Schengen ont des politiques migratoires et sociales différentes. Donc, par définition, ça ne peut pas marcher. Donc, on suspend Schengen. On ne peut pas sortir de Schengen, comme certains peut-être le suggèrent, parce que Schengen est intégré dans ce qu'on appelle l'acquis communautaire. C'est dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Si vous sortez de Schengen, vous sortez de l'Union. Moi, je suis contre le Brexit, contre le Frexit, mais je suis contre le statu quo aussi. Le statu quo n'est pas acceptable. Donc, on suspend les accords de Schengen et on renégocie ceci jusqu'à un Schengen 2 sur la Cour des droits de l'homme. Je pense aussi qu'il faut suspendre l'application de l'article 8, comme l'a dit Éric Ciotti tout à l'heure, avec un élément en tête, ce n'est pas l'article 8 qui pose problème. En fait, c'est la jurisprudence qui en est tirée, parce que dans l'article 8, il est très clairement dit que, sous le contrôle de la loi, cet article 8 s'applique. Or, le juge a désormais considéré que la loi devait se soumettre à la jurisprudence, et ça, c'est inacceptable. Donc, on suspend Schengen et on suspend l'article 8 dans la CEDH. Et donc, ce qui amène à deux questions. D'un, vous venez de parler des magistrats. Il y a une proposition aussi qui est celle de la responsabilité des magistrats. Faut-il savoir engager la responsabilité des magistrats et peut-être modifier aussi la structure de la magistrature, y compris avec le Conseil supérieur de la magistrature, en y réintroduisant plus de politique. Et par ailleurs, finalement, quand je vous entends, c'est pas besoin de référendum, pas besoin de changer la Constitution. En revanche, changeons les hommes qu'on envoie dans les institutions européennes. Alors, il y a de ça, sauf, je termine, il faut évidemment un référendum. Pourquoi? Parce que sur une question très particulière qui est l'immigration familiale, si on n'a pas recours au référendum, aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Le référendum va permettre de reprendre la main sur le juge et de mettre des limites. Donc, ce sont ces trois mesures-là. Sur les juges, évidemment, dans l'absolu, il faudrait un mode de responsabilisation des juges. Vous voyez la complexité. Moi, je crois que, premièrement, la première chose à faire, c'est de mettre à équidistance, et on sort de droit administratif, je reviens dans le droit judiciaire, à équidistance les avocats, la défense, le siège et le parquet. Aujourd'hui, il y a une porosité trop importante entre les magistrats du siège et ceux du parquet, et je suis même très favorable
à ce qu'à un moment donné de leur carrière, ils doivent choisir. Soit ils vont au parquet, soit ils vont au siège. Et les allers-retours permanents qui créent une sorte de conflit d'intérêts permanent, au fond, je vais me retrouver à la place du gars dans 5 ans ou dans 10 ans, ça, c'est pas possible. Et si vous créez cette équidistance entre les 3 statuts, je pense que les choses iront mieux. Je pense aussi, je suis très favorable à ce que un magistrat, on doit être magistrat après de l'expérience humaine. Juger un homme, juger une femme, c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, quelle profondeur! Moi, je discutais avec un magistrat, un des magistrats de l'affaire Outreau. Je vous rappelle d'ailleurs que depuis Outreau, on n'a pas modifié les règles de jugement en France. Bon. Et je lui disais, au fond, vous ne vous rendez pas compte que vous avez entre les mains l'honneur des gens, l'honneur. Il n'y a rien de plus puissant. Il me dit, mais vous êtes médecin, vous avez la vie. Je lui dis, mais vous n'avez justement pas compris. Je pense que l'honneur est encore plus important que la vie. Et donc, ne pas confier à des jeunes, très jeunes gens, sans expérience humaine, sans épaisseur d'expérience humaine, avec ce que nous avons vécu dans notre vie. Nous ne sommes pas les mêmes aujourd'hui que nous l'étions il y a 30 ans, quand on a mon âge. Eh bien, c'est très important. Les juges doivent être des gens d'expérience, et le système britannique qui permet de devenir magistrat après une carrière, par exemple, d'avocat, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Et la responsabilité des magistrats, donc ? Eh bien, me semble-t-il, si déjà on a fait cette équidistance entre les 3, qu'ensuite on a exigé du juge qu'il ne soit pas un jeune homme ou une jeune femme qui sort encore un peu acnéique ou post-acnéique d'une belle école de la République, mais sans aucune expérience, je pense que le sujet est en partie réglé. J'aimerais trouver le système de la responsabilité du magistrat. Pour être très franc, je ne le vois pas. Je ne le vois pas fonctionner correctement. J'y suis favorable conceptuellement, mais je ne le vois pas fonctionner facilement. Et sur les questions économiques, parce qu'il y a un nombre de points portent aussi sur les questions économiques, vous êtes plus libéral, disons, dans votre inspiration. Est-ce que le protectionnisme, par exemple, c'est quelque chose que vous seriez prêt, ou un protectionnisme d'équilibre, c'est quelque chose que vous seriez prêt à reprendre à votre compte? Et est-ce que la vision de l'État, finalement, qui est celle développée par Osez la France, c'est une vision que vous partagez, ou vous diriez il faut peut-être faire confiance plus aux individus, ou aussi aux individus? En fait, ce sont 2 sujets, si vous me permettez, un peu différents, mais l'Europe, si on veut qu'elle serve à quelque chose, il faut qu'elle serve à protéger. Et l'Union européenne, c'est une puissance. Elle devrait être une puissance. Un de nos drames, à nous les Français, c'est que l'Union européenne ne se vit pas comme une puissance. Il y a des États dans l'Union européenne qui sont des États traditionnellement, historiquement marchands, les pays du Nord, la Grande-Bretagne, feu la Grande-Bretagne, et qui pensaient que le commerce international devait être l'alpha et l'oméga de la politique européenne. Je pense que c'est une erreur, et moi je suis pour la mise en place. Ça progresse très difficilement, mais ça progresse d'un protectionnisme européen au sens quoi? Parce qu'il faut définir les termes, sinon ça ne veut rien dire. Au sens qu'il faut que nous décidions enfin d'arrêter l'importation de biens qui sont des biens produits avec des normes qui sont contraires aux normes que nous nous appliquons nous-mêmes. C'est une logique implacable. Ça fait des années qu'on dit qu'on va le faire. Eh bien, je propose qu'on décide maintenant de le faire. Ça, c'est le premier point. Comment on fait si on a des partenaires européens qui ne souhaitent pas, justement? Mais c'est toute l'affaire est là. L'Union européenne, tant que nous n'aurons pas compris que c'est un syndicat de copropriété et qu'il faut être puissant dans ce syndicat de copropriété, en fait, nous n'y arriverons pas. Nous devons mettre toute notre énergie à la reconquête du pouvoir en Europe. Je vous ai donné des pistes. Il y en a d'autres, bien entendu. À partir du moment où nous acceptons de vivre à 27, sous un même règlement, on ne va pas avoir des règlements différents. Dans ces cas-là, ce n'est pas une copropriété, ce sont des lots de multipropriété. Et c'est très compliqué à gérer quand il faut refaire le toit. En Corse, vous savez, moi je suis corse, le drame de la Corse, c'est l'indivision. Donc je sais ce que c'est, dans toutes les maisons familiales. Oh, écoute, il y a un cadastre en Corse, ce n'est pas la Grèce. Pour vous dire que je crois absolument indispensable, et c'est vraiment le début de tout, que nous pesions dans cette Union européenne. Tout à l'heure, vous posiez la question à Valérie Pécresse, je crois, sur la loi sur les pompiers, le temps de travail. Et pardon de vous le dire, ces lois, elles ont été votées
avec l'agrément du Parlement européen, certes, mais aussi avec l'agrément de ce qu'on appelle le Conseil, c'est-à-dire en fait les ministres des 27 États. Et chaque fois, la France, chaque fois, dans toutes ces lois dont on vous dit, regardez, la France souffre de cette loi européenne, chaque fois, la France a dit oui. Donc, nous nous plaignons de mots que nous avons acceptés nous-mêmes. Si je vous dis ça, c'est que moi, j'en ai assez de cette politique qui consiste à transformer la réalité et ne pas voir nos propres insuffisances. Nous acceptons en Europe beaucoup. Il faut assumer le fait que nous avons fait des erreurs et assumer que demain, nous pouvons être au Conseil dans une position qui doit être différente de celle d'hier. Hier, on cherchait absolument à avoir un accord. Je l'ai vécu en tant que parlementaire européen. Les États cherchent à avoir un accord, ce qu'ils appellent un compromis. À n'importe quel prix, il faut un compromis. Bien non, désormais, on jouera ce que le général de Gaulle avait fait, la politique de la chaise vide. Quand les intérêts nationaux seront en jeu, on dira « nous refusons de participer ». Et vous allez voir que rapidement, les États vont prendre au sérieux la France parce que tout le sujet est là, c'est que nous ne sommes plus pris au sérieux. Nous sommes des gens peu sérieux en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on ne respecte aucun de nos engagements. Parce qu'un président de la République qui va promet ça et en réalité, son ministre défend cela. Je vous propose de redevenir un pays sérieux. Et un pays sérieux, c'est un pays vertueux qui cesse de donner des leçons au monde entier. Le président de la République, quand il va à Bruxelles, il donne des leçons au monde entier. Vous savez, ça me fait penser à cette blague, à un dîner d'ambassadeurs. L'ambassadeur de France demande au ministre suisse, est-ce que c'est vrai que vous avez une marine en Suisse? À quoi ça sert? Et l'autre lui répond, vous avez bien un ministère des Finances en France. Eh bien, c'est exactement ça, l'Europe. C'est que les gens nous regardent comme des gens incapables de tenir notre rang. Tant que vous n'êtes pas vertueux en Europe, vous ne pesez pas. Je vous propose de redevenir vertueux. Et de peser en Europe, nous devons avoir une stratégie de reconquête du pouvoir, tout simplement. Ça commence d'ailleurs par nous, les Républicains. Désormais, nous allons... J'ai souvenir, moi, je suis entré au Parlement européen avec Michel Barnier, qui menait notre liste. Nous étions 30, Michel, quand nous avons été élus ensemble. 30. Et nous étions respectés. C'est ça, la France, que je défends, c'est celle qui est respectée. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la droite en particulier qui, depuis longtemps, n'a jamais su vraiment trancher entre sa composante beaucoup plus européenne et sa composante plus souverainiste? Mais encore une fois... Dans ce manque de vertu, justement. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un autre sujet. D'abord, la droite, elle est plurielle. Pascal Perrineau nous a dit d'ailleurs parler de la droite et du centre. Vous l'avez entendu. Nous ne gagnons qu'avec le centre. Mais la droite est plurielle. Il y a des gens, prenons la question européenne, c'est caricatural, plutôt souverainistes, d'autres plutôt fédéralistes, intellectuellement. Mais au fond, derrière, ce qui nous rassemble, c'est quoi? Nous sommes patriotes. Nous aimons la France. Et moi, je considère que l'Europe, si nous arrivions à l'utiliser correctement, si nous vous pesions à l'intérieur, eh bien, ça serait ce véhicule de puissance qui permettrait justement de décliner ce patriotisme. Donc, moi, je pense que c'est un faux problème. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il a été président de l'Europe. Vous vous souvenez, la présidence française, c'était sous Sarko. Mais il a tellement mené une présidence étincelante, efficace, que tous les Français étaient devenus européens. En fait, nous ne demandons qu'à devenir européens dès lors que nos valeurs, notre pays, est défendu par l'Europe. Le jour où nous n'aimons plus l'Europe, c'est celle qui prend des décisions qui contreviennent à nos intérêts. Eh bien, c'est tient qu'à nous, là encore, de reprendre le manche. Et nous ne gagnons qu'avec le centre. Vous disiez, le centre, il commence, il s'arrête où? Et notamment Emmanuel Macron, ou la partie de la droite qui a pu partir vers Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une partie de la droite avec laquelle vous pensez que vous pourriez travailler? Tout d'abord, à titre personnel, moi je suis comme Léon Blum à la sortie du congrès de Tours. On demande à Léon Blum à la sortie du congrès de Tours s'il va rester à la SFIO. Il répond, je vais y rester à la SFIO parce qu'il fallait bien quelqu'un pour garder la vieille maison. Et moi je suis resté, comme beaucoup d'entre vous, dans la vieille maison. Je n'ai jamais quitté ma famille politique, même si parfois j'ai été en difficulté, en désaccord. Qui ici n'a jamais été en désaccord avec quelques mesures prises par notre parti? Nous sommes une famille. Donc moi je suis toujours resté. Maintenant, évidemment, il faut des alliés en politique, mais c'est une question de rapport de force. Quand Nicolas Sarkozy a gagné, souvenez-vous, il avait le centre avec lui. L'UMP allait à l'époque de Jean-Pierre Raffarin à Nicolas Dupont-Aignan, à l'époque. La droite est en capacité de réunir si elle pose des idées sur la table.
Sinon, effectivement, nous en revenons à ce qu'on appelait à l'école de mon temps le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire quelque chose de miniaturisante. Nous ne devons pas nous miniaturiser. C'est pour ça qu'il faut des propositions. Vous dites, vous êtes toujours resté, d'autres sont partis. Est-ce que le fait d'être parti, à vos yeux, ça disqualifie pour représenter cette famille? Non. D'abord, écoutez, moi, en politique, j'ai aucun ennemi, aucun. Je discute avec tout le monde. J'ai des adversaires, parfois, mais je n'ai pas d'ennemis. Ça s'appelle la démocratie et la démocratie parlementaire. Parler avec celui qui n'est pas d'accord avec vous. C'est quand même un truc que chez Macron, ils ne connaissent pas. Puisque je vous rappelle qu'ils ont refusé de prendre tous les amendements, je parle sous le contrôle de Julien, tous les amendements proposés à un moment ou à un autre par les Républicains. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes des gens ouverts. Alors qui plus est, à l'égard des gens qui ont été un jour de notre famille et qui le sont. Nous discutons avec tout le monde. L'important, c'est la France. Ce que disait le général de Gaulle, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche. C'est la France. Maintenant, comment fait-on demain? Eh bien, il faut tout faire pour qu'au premier tour de l'élection présidentielle, droite ou centre, peu importe, nous n'ayons qu'un seul candidat. C'est bien simple, s'il y en a deux, restez chez vous. On a perdu. Pour gagner, il ne faut qu'un seul candidat. Donc nous allons faire une primaire, nous allons désigner quelqu'un, vous ferez votre choix. Ce quelqu'un, peut-être risquerait-il d'être au premier tour avec un autre quelqu'un qui n'aurait pas participé à la primaire? Eh bien, il faudra un accord politique. Il faut l'accepter. S'il n'y a pas d'accord politique, nous sommes voués à perdre encore une fois. Et si nous perdons cette fois-ci, mes amis, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour nous, c'est fini pour la France. Parce que nous allons de nouveau confier le pays à des gens qui sont incapables. Et s'il y a une raison, dans l'hypothèse où il y aurait une primaire, de convaincre des militants d'Oser la France de voter pour vous, ce serait laquelle? C'est toujours délicat de parler pour soi et de soi. Mais moi, c'est vrai, vous connaissez bien les trois autres candidats, qui sont des gens pleins de qualités. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas le même. C'est vrai que je n'ai pas été ministre il y a quelques années. C'est vrai. Mais j'ai été maire, je suis d'ailleurs toujours maire d'une commune que j'ai désendettée. J'ai été élu à 50, puis maintenant à 76%, une adhésion générale, parce que cette politique est une politique de proposition et de mise en œuvre. La politique, c'est un art d'exécution. J'ai un parcours professionnel, certains l'ont vu, parfois à la télévision, je vous ai un peu embêté avec quelques mauvaises nouvelles. Il faut faire toujours attention quand on annonce des mauvaises nouvelles, mais j'ai essayé chaque fois de faire des propositions. Et dans tous les métiers que j'ai faits, toutes les activités que j'ai eues, j'ai décliné cet amour de la France. Je vous ai parlé de mon engagement militaire. Ce sont des engagements réels avec lesquels on ne triche pas. La proposition, celle qu'on fait et qui change la vie, c'est quelque chose que je fais tous les jours. D'une certaine manière, je n'ai pas besoin de sondage pour savoir ce que pensent les Français. Je continue à travailler à l'hôpital. J'y étais encore hier soir tard. Et j'y serai malheureusement demain matin en fin de matinée. Et justement, parmi les questions qui revenaient, j'ai regardé, que les gens avaient envie de vous poser, beaucoup ont trait au fait que vous soyez médecin. Il y en avait une qui revenait, qui était comment dégraisser le mammouth de la santé. Vous savez, je reprends la formulation. Ah, et par ailleurs, qu'est-ce que vous avez appris justement de cette crise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que les bugs qu'on a connus ne se reproduisent plus? J'ai appris de cette crise que cette crise avait été un crash test de l'hyperbureaucratie hospitalière. Vous savez une chose. Je vais vous donner un chiffre, vous n'allez pas me croire, mais je vous le donne quand même, comme ça vous me croirez. Que quand vous regardez les chiffres des équivalents temps plein de la fonction publique hospitalière, il y a autant de médecins que d'administratifs. Je ne mets pas les internes dedans, autant de médecins que d'administratifs. Alors vous allez me dire peut-être que c'est le ratio normal pour qu'un hôpital fonctionne. Bien, élément de comparaison, ce qu'on appelle les cliniques privées, le ratio c'est un administratif pour 3 médecins. Donc on a un système hyper administré. En fait, je vais vous dire, la santé, elle vous coûte beaucoup d'argent tous par vos impôts, beaucoup d'argent. Mais vous n'en avez pas pour votre argent. Le système s'est paupérisé. On a parlé des aides-soignantes, M. Perrineau en parlait tout à l'heure, qui sont sous-payées. Mais on a manqué de tout. Vous avez vu l'affaire des masques. Mais on a manqué de tout. Moi, je travaille dans le plus récent hôpital de Paris, le plus récent. Nous ne faisions pas de test PCR jusqu'au début du mois de mars. Donc, les solutions, c'est quoi? Cette paupérisation de l'hôpital, en fait, c'est la paupérisation des services publics. Moi, je crois que la droite doit se saisir de la question des services publics. Nous nous sommes caricaturés collectivement sur les services publics pendant des années en apparaissant comme le père Fouettard.
Les services publics, c'est ce qui assure l'équité de traitement sur les territoires et les conditions de la prospérité. C'est valable pour la poste, pour le train, pour la sécurité, pour les juges, c'est valable pour l'hôpital. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 5 millions de fonctionnaires, un peu plus. On travaille tous les endroits où il faut dégraisser le mammouth au bénéfice, en fait, des postes au contact des patients, des usagers, des délinquants, de ceux qui ont à souffrir de telle ou telle difficulté. En 5 ans, nous pouvons déplacer 300 000 postes de back-office jusqu'en front-office. C'est valable pour tout. Dans mon hôpital, 3 postes d'administratifs en moins, c'est facilement 3 ou 4 aides-soignantes en plus. Et tout ça, ça peut se faire d'une manière massive. Je propose de donner des moyens massifs à la fonction publique en général, pas seulement hospitalière, par redistribution des postes. C'est Philippe Juvin qui le propose. En réalité, il y a de multiples rapports qui le plaident parce que c'est quelque chose de faisable. Je pense qu'il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on fasse sur les services publics, c'est qu'on rénove quelques infrastructures qui sont dans un état catastrophique. Vous vous souvenez l'affaire du pont qui s'était écroulé à Gênes en 2018 ? Il y a un rapport qui a été fait en France suite à la chute de ce pont. 10% des ponts en France menacent de tomber. Donc attention, ce travail est fondamental. Il y a un troisième sujet, c'est l'autonomie des agents publics. Quand vous donnez de l'autonomie aux agents publics, ils sont plus efficaces. Parce qu'ils y croient, parce qu'ils se saisissent des choses. Ça serait valable dans l'enseignement, on pourrait en parler, l'autonomie de l'enseignement. Mais ceux qui sont intéressés par la question, je les invite à aller visiter à Valenciennes, le centre hospitalier de Valenciennes, qui est un hôpital public, qui était paupérisé, comme tous les hôpitaux publics de France, et qui aujourd'hui est en excédent et fait de la médecine de très très haut niveau, là où il faisait de la médecine difficile. Pourquoi? Parce qu'on a donné de l'autonomie aux agents publics de l'hôpital, on a donné de l'autonomie aux chefs de pôle, aux chefs de service, et en 10 ans, ils y sont arrivés. Donc la fonction publique, ce n'est pas une question de statut, je vous le dis, ce n'est pas une question de statut. Abandonnons cette idée qu'on va réformer le statut de la fonction publique. Je vous le dis pourquoi? Parce qu'on ne le fera pas. Ça ne sera pas fait. Il y aura des réformes, il y aura des grèves, il y aura des manifestations. À droit constant, les expériences qui ont essayé de le faire, ils sont arrivés, ont rendu la fonction publique efficace. Il faut le faire. Enfin, dernier point, pardon, je suis très long, sur la fonction publique. La 4e mesure à prendre, c'est celle de la publication de résultats. Je m'explique. Il y a quelques médecins dans la salle, et voire même des chirurgiens. Il se trouve qu'il y a une fracture dont on souffre quand on devient un peu âgé, c'est la fracture du col du fémur. Quand on tombe, on se casse le col du fémur, eh bien c'est une fracture qu'on opère très bien, mais on sait que si malheureusement on l'opère plus de 48 heures après la chute, on a des complications très fréquentes. Eh bien moi je propose très simplement, on va rendre public le délai d'intervention dans tous les hôpitaux et cliniques privées, aucune sanction, simplement vous le rendez public. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non seulement démocratiquement, c'est intéressant, parce qu'il n'y a que moi qui connais les bonnes statistiques aujourd'hui. Moi, je sais où il ne faut pas aller se faire opérer. Vous ne savez pas, madame. Moi, je le sais. Et donc, ce n'est pas normal que moi, je le sache et pas vous. Déjà, on sera tous au même niveau. Mais en plus, celui qui met 5 jours à opérer, qu'est-ce qu'il va se dire? Oh, je ne suis pas très bon. En face, ils vont plus vite et je vais aller plus vite. Et c'est pareil pour les tribunaux. Il faut publier les délais de remise de jugement de divorce, par exemple. C'est vrai pour les établissements scolaires. Publier à l'entrée en 6e le nombre d'enfants qui savent lire et écrire dans chaque école primaire. Vous allez voir, le niveau général va augmenter. Ça a été fait en Grande-Bretagne. Je n'invente rien. Il y a 10 ans, ils ont fait ça en Grande-Bretagne. Le niveau général a augmenté. Et de toute façon, c'est ce que tous les parents essayent de savoir. Donc, autant que les choses soient rendues publiques, et vous verrez, vous aurez, grâce en plus à l'autonomie qu'on va donner aux agents publics, un niveau général de la fonction publique qui va augmenter. Merci. Merci à vous, Philippe Juvin. Merci d'être venu partager avec nous vos propositions.